Avec nos invités, donc Mathieu Hoc, Bernard Cohen-Haddad, Madi Seidi, Élodie Huchard et Ludovine de la Rochère, présidente du syndicat de la famille. Nous évoquons la GPA, en tout cas ce débat, quasi interminable tout de même, en tout cas qui dure depuis de nombreuses années, puisque selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche, près de 59% des Français sont aujourd'hui favorables à la gestation pour autrui, la GPA, pourtant révisée cette semaine par le Parlement européen. Il y a aussi un témoignage que je vous invite à lire dans le journal du dimanche, dans le JDD d'aujourd'hui, d'Olivia Morel notamment, qui est née par GPA, mais qui lutte contre la GPA, justement. On va en parler dans quelques instants, mais d'abord, le résumé en substance de cet entretien avec Sarah Varny. C'est à l'adolescence que tout commence, elle se questionne sur son identité, il n'y a pas de photo de naissance, pas d'échographie, elle se met alors à enquêter, sa mère lui a toujours caché son âge et elle découvre qu'elle avait 50 ans au moment de sa naissance, elle est née aux États-Unis alors qu'elle est de nationalité française et elle finit par découvrir qu'un centre de GPA existe dans le comté dans lequel elle est née, qui est au Kentucky, mais elle n'a aucune preuve. Et c'est au moment où elle tombe enceinte que les questions refont surface et elle dit « Vais-je lui transmettre des maladies génétiques ? Qu'aurais-je à lui donner lorsqu'elle s'intéressera à sa généalogie ? J'ignorais 25% de ma fille et ça m'était insupportable. J'avais l'impression de la trahir. » Donc c'est finalement avec un test ADN qu'elle découvre qu'elle n'a aucune origine française, alors que sa mère l'est, et elle finit par rentrer en contact avec sa mère biologique. Là, elle lui pose la question du pourquoi. Il y a de nombreuses raisons, mais sa mère biologique lui explique que c'est surtout pour des besoins financiers qu'elle avait eu recours à la GPA, fait la GPA, pour élever ses 4 enfants. Elle explique, Olivia Morel, « Ma vie a commencé par un abandon. Je suis née et avant même que ma mère ne me voie, j'ai été vendue. » Pour commencer, Ludovine de la Rochère, votre regard sur le sondage et les 59%, un sondage, ça peut dire beaucoup de choses en effet, même si ce n'est pas toujours un postulat, mais tout de même 59%, c'est une tendance favorable à la GPA. On note qu'il y a un clivage générationnel tout de même entre les jeunes et les moins jeunes sur ce sujet. Mais quelle est votre analyse de ce chiffre ? Alors, vous voyez, Sarah El Haïry a dit qu'elle voulait qu'on prépare les Français à un débat serein sur l'euthanasie. En fait, ce débat, d'une certaine manière, cette propagande, ce prosélytisme en faveur de la gestation pour autrui, il a commencé depuis de longues années. Et le syndicat de la famille et les associations qui ont précédé, depuis de longues années, dénoncent cette pratique auquel recourent certains Français. Ils vont à l'étranger pour le faire, puisque c'est interdit en France. Et la gestation pour autrui, c'est quoi ? C'est exploiter une femme, utiliser une femme pour qu'elle produise un enfant qui va partir et qui est au profit de tiers. Il y a une seule GPA, il n'en existe pas d'autre forme. Je veux dire par là que tout ce qu'on peut dire autour de la GPA, c'est de l'habillage. La GPA, c'est une exploitation de la femme et un enfant qu'on donne ou qu'on vend. Alors peut-être que les Français finissent par être sensibles à cette propagande qui nous détourne des vrais sujets. Alors la retranscription de la filiation, alors l'identité sur laquelle on dit beaucoup de bêtises parce que ces enfants ont une identité et une filiation. Et puis on nous raconte la belle histoire. Alors il y a eu le livre de Marc-Olivier Fogiel, il y a eu celui, il me semble, de Christophe Beaugrand. Mais la vérité, le sordide de la GPA, c'est ça, c'est l'exploitation d'une femme, la réduction d'une femme à son utérus pour être une productrice. On la traite finalement comme une sous-humaine, où on pense que la maternité, c'est une forme de travail, je ne sais pas très bien, mais en tout cas, c'est une immense violence faite à la maternité, faite à la femme, et qui plus est, par définition, sans le consentement de l'enfant, et avec des femmes qui sont des femmes vulnérables, qui sont des femmes manipulées, qui sont des femmes qui n'ont pas un choix réel. Considérez-vous néanmoins que cette GPA a une utilité ? J'apporte d'ailleurs contribution à votre propos avec le Parlement européen qui a récemment voté une nouvelle loi qui criminalise la gestation pour autrui, qui fait de cette pratique un crime de dimension transfrontalière, bien sûr, et qui fait référence notamment à l'esclavage ou à la prostitution forcée. Néanmoins, ceux qui passent par la GPA, on a bien compris votre développement évidemment sur la femme, sur la mère porteuse en tout cas, mais ceux qui passent par la GPA ont un objectif, c'est avoir un enfant. Pourquoi les en priver ? Eh bien, tout simplement parce qu'un enfant, on ne peut pas le donner, on ne peut pas le prendre, on ne peut pas le vendre, on ne peut pas l'acheter. C'est aussi simple que cela. Et par ailleurs, une femme, encore une fois, ne peut pas être exploitée. Elle n'est pas un instrument, elle n'est pas un outil. Et la dignité de la femme, comme celle des hommes et des enfants, fait qu'on ne peut pas l'utiliser.
C'est une aliénation de la femme. La gestation pour autrui est une aliénation de la femme et une aliénation de l'enfant. Et dans le terme aliéné, il y a le terme justement de l'achat. Il n'est pas possible d'acheter un être humain. Il n'est la propriété de personne. Et si l'on considère qu'on peut louer une femme, qu'on peut l'utiliser ou que l'on peut donner ou vendre un enfant, alors ça veut dire qu'on est favorable à ce qui est juridiquement une définition qui correspond à celle de l'esclavage. Et je vous rejoins, la directive parle bien de traite humaine. Et si d'ailleurs on se décentre un petit peu de notre pays et même de l'Europe, on voit que la gestation pour autrui, à l'échelle du monde, a conduit à un trafic international d'êtres humains, avec des flux. Par exemple, je prends l'Ukraine, vous avez des dizaines et des centaines de bébés qui chaque année quittent l'Ukraine. Ils sont produits, puisqu'on utilise les femmes comme des outils, ils sont produits en Ukraine, et puis après ils sont sortis d'Ukraine pour aller chez les clients, chez les commanditaires qui ont commandé ces enfants. Il en va de même aux États-Unis, il en va de même en Inde. Et puis vous avez des mères porteuses qu'on déplace d'un pays à un autre, alors soit pour implanter le bébé, soit pour prélever des ovocytes, soit pour qu'elle attende, soit pour qu'elle accouche. C'est un trafic international d'êtres humains, avec d'ailleurs un marché qui aujourd'hui représente 14 milliards de dollars. C'est un business bien sûr, énorme. Mais en substance, pour aussi permettre à des parents d'avoir un enfant quand ils ne le peuvent pas. Et on ne parle pas que des couples homosexuels, on va l'évoquer dans quelques instants. Bien sûr, c'est pratiqué par... Est-ce que cela veut dire que vous mettez la GPA au même niveau que la PMA, notamment, et que l'adoption aussi? Alors, la gestation pour autrui, c'est tout à fait particulier en termes, justement, je le disais, de violence, d'exploitation, de filiation brisée, cassée, de séparation de l'enfant d'avec sa mère et d'avec son pays. Avec souvent l'accord de la mère. Avec une mère qui a besoin, qui est aux abois sur un plan financier, ou qui est manipulée, d'ailleurs le texte de la directive parle de la ruse, qui est manipulée, qui est victime d'un chantage affectif, familial, social. Et donc pour protéger la liberté et la dignité de la femme, eh bien on ne peut qu'abolir. La seule solution pour la GPA, c'est l'abolition. Et bien sûr qu'il y a des personnes qui ont un désir d'enfant, et je le comprends éminemment. Seulement, nos désirs ne peuvent pas donner à des droits illimités, ne peuvent pas être tous réalisés, c'est la vie, je sais que c'est dur, mais il n'en reste pas moins qu'on ne peut pas utiliser les autres, on ne peut pas arracher un bébé à sa mère et on ne peut pas le prendre ou l'acheter parce qu'on a envie d'un enfant. Bien sûr. Les droits ont tous des limites. Et moi, j'ai envie d'être richissime, j'ai envie de construire des beaux bâtiments, j'ai envie que mes enfants aient ci ou aient ça, j'ai envie de plein de choses. Et on est tous pareils autour du plateau. On voudrait transformer la vie, transformer nos vies. On ne peut pas. Nous n'en avons pas la capacité, la possibilité. C'est la vie. Et là, c'est vraiment la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Bien sûr. En l'occurrence, les femmes et les enfants. Je vais faire circuler la parole sur le plateau dans quelques instants sur cette thématique qui est évidemment très impactante et chacun a un avis évidemment et qui se défend. Mais je me permets, pardonnez-moi Ludovine de la Rochère, nous sommes en direct, de vous poser une question un peu personnelle. Vous avez eu des enfants. Oui. Si vous n'aviez pas eu la possibilité et le bonheur d'en avoir, est-ce que vous tiendriez les mêmes propos? Est-ce que vous défendriez de la même manière la renonciation à la GPA? Dans le syndicat de la famille, nous avons plusieurs personnes qui sont concernées par cette question-là. Et qui en ont beaucoup souffert, bien entendu, et qui ont mis des années parfois à en faire leur deuil, mais qui n'ont pas cédé à ce que propose aujourd'hui, ce que permet aujourd'hui la technique, parce que la question, elle est venue de la capacité technique à faire une fécondation in vitro, avec des ovocytes à côté du sperme, une fécondation in vitro, et on insémine une femme qui va être là pour... Et d'ailleurs, les commerciaux de la GPA, ou des intermédiaires de la GPA, utilisent même le terme, et j'ai des vidéos, on l'a entendu, et on a pris des vidéos, parle de four. La femme est un four. Je l'ai entendu. Et eh bien, il faut parfois, par respect des autres et par cohérence avec ce que nous pensons d'une manière générale, ceux qui prétendent défendre le progrès, ceux qui prétendent défendre la femme, ne peuvent pas dire que ça n'est pas une aliénation de la femme, de l'enfant, ne peuvent pas dire que c'est acceptable. C'est d'une hypocrisie absolument incroyable de dire le contraire. C'est la politique de l'autruche et c'est se masquer la réalité de ce que représente cette pratique des mères porteuses. Peut-être faut-il, Madi Saïdi, et là je vous cède la parole, un accompagnement, puisqu'il y a le sondage évidemment avec une majorité de Français qui est plutôt favorable à la GPA. Donc en effet, il y a peut-être beaucoup de Français qui estiment que pourquoi ne pas donner la possibilité à des parents d'avoir un enfant quand ils en sont dans l'incapacité? S'il y avait un accompagnement différent, une autre législation, une autre réglementation, est-ce que ce serait envisageable? Je crois que ça change pas, ça change rien. Il y a juste une sensibilisation intellectuelle, on
on accompagne les gens dans leur processus, mais ça change rien. C'est toujours une femme qui souvent est en situation de détresse, qui, parce qu'elle a besoin d'argent, elle accepte de louer son ventre, son utérus pour avoir des enfants. Donc pour moi, ça change absolument rien. Et je partage ce qui vient d'être dit. La GPA, d'ailleurs, moi je n'ai jamais entendu parler de GPA qui serait faite par une personne riche qui voudrait aider une personne pauvre. Donc on voit bien qu'il y a un rapport à l'argent qui est très particulier. Moi, j'ai jamais entendu qu'une personne pauvre... C'est pas pour aider la personne pauvre, c'est parce que la personne a les moyens de s'offrir un enfant, en quelque sorte. Ça dit quelque chose. Bien sûr. Ça dit quelque chose. C'est aussi une société mercantile. Une personne qui est malheureusement pauvre... La PMA et l'adoption font-ils partie d'une société mercantile, alors, de la même manière ? Est-ce que l'adoption fait partie de la société mercantile ? Non, parce que c'est obtenir, c'est en quelque sorte aller chercher un enfant dans une démarche commerciale. Non, les circonstances sont différentes. On peut adopter sans être forcément riche, alors qu'une GPA, si vous n'avez pas d'argent, n'y pensez même pas. C'est impossible. Bien sûr. C'est impossible, ça a un coût, c'est impossible. Et d'ailleurs, on voit bien que c'est une société qui s'oppose à une autre. C'est la société de ceux qui ont des envies, qui sont prêts à les assouvir par tous les moyens, et d'autres qui, malheureusement, n'ont rien. En tout cas, ils ont au moins quelque chose qui est leur ventre, qui sont prêts à le vendre, à le louer, pour pouvoir assouvir la volonté d'une personne qui est riche. Élodie Huchard, la classe politique est-elle partagée ? Je pense que la réponse est oui, mais vous allez nous le confirmer. Est-elle partagée sur le sujet de la GPA ? Oui, partagée, et même parfois au sein des mêmes camps. Si on s'en tient d'abord au gouvernement, le président de la République, en 2021, avait dit que des lignes rouges avaient été réaffirmées. Il n'est pas question d'autoriser la gestation pour autrui en France. Ça, c'est ce qu'il disait. D'un autre côté, Gabriel Attal, lui, en 2019, disait qu'il pourrait être contre qu'il ne serait pas contre une GPA éthique pour avoir un enfant si c'était légal en France. Et puis on voit des déclarations un peu plus récentes. D'un côté, par exemple, Aurore Berger, qui est ministre de l'égalité femmes-hommes, qui dit « Je suis une mère, j'entends évidemment la souffrance de ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants, mais elle dit « J'ai été enceinte, une grossesse ne se règle pas par contrat, tout ne peut pas se prévoir, s'anticiper ». De l'autre côté, on a par exemple Sarah El Haïry, à qui vous avez fait référence tout à l'heure, qui dit qu'il faut que le pays se prépare à avoir un jour un débat sur ce thème. Et au sein de la classe politique, si on caricature un peu, du côté de la droite, on est plutôt contre la GPA. Encore François-Xavier Bellamy disait ce midi sur notre antenne qu'il ne pouvait pas voir comme un progrès le fait que le corps devienne l'objet d'un contrat. À gauche, il y a un petit peu de camp. Il y a ceux qui seraient plutôt pour le fait justement que chacun puisse avoir des enfants, et ceux qui sont contre pour les mêmes raisons finalement de François-Xavier Bellamy, qui n'aiment pas cette idée justement d'argent et de marchandisation du corps de la femme. C'est surtout des questions en fait qui font référence plutôt à son histoire éventuellement personnelle et à ses opinions, ce qui fait qu'au sein des mêmes camps, on peut retrouver des opinions assez différentes en réalité. Je vais vous faire réagir, Ludovine de la Rochère, mais j'aimerais tout de même vous attirer votre attention sur ce qui s'est produit cette semaine, et ce tweet notamment de Marion Maréchal qui a relancé le débat sur la GPA il y a quelques jours en disant, vous allez le voir, où est la maman ? Après avoir réagi sur X, donc à l'annonce par le styliste français Jacques Mus et son époux Marco Maestri de la naissance de leurs jumeaux. Des propos qui ont été jugés homophobes par Sarah El Haïry, qui est la ministre déléguée chargée de l'enfance et de la jeunesse et des familles. Écoutez. J'ai honte de ces propos, et pire que ça, pour le deux petites filles. J'ai absolument honte. Et ces propos sont homophobes. Elle nie en réalité des familles entières qui sont composées, oui, pour certains d'entre eux, de deux papas. Et c'est honteux, parce que vous savez, en faisant ça, ce qu'elle fait, elle met en danger les enfants. Elle met en danger ces enfants qui sont dans nos classes, qui sont dans notre pays, qui sont aimés, accompagnés, parce que cette violence qu'elle essaye d'une certaine manière d'utiliser pour des raisons électorales, eh bien, elle risque de l'amener à la cour d'école. Quand vous avez votre fils ou votre fille qui se retrouve... C'est un appel à la haine, voire à la violence vis-à-vis de moi, c'est un appel à la violence, rien d'autre, bien sûr. Et donc, pour un parti qui appelle à l'ordre et à l'autorité, c'est quand même fort de café que de voir une de ces personnalités, une de ces figures, eh bien, nier même l'existence de ces familles. Ludovine de la Rochère, le poste de Marion Maréchal qui fait réagir évidemment dans la classe politique, mais c'est très partagé. Est-ce que c'est aussi une opposition au mariage homosexuel, à l'extension de la PMA et donc évidemment de la GPA ? Alors, quand elle dit où est la maman, c'est-à-dire qu'on a la photo de deux petits bébés, deux petits jumeaux qui viennent de naître. Ils ne sont pas nés, sauf erreur de ma part, du Saint-Esprit, de la cuisse de Jupiter ou de l'âne. Mais elle sait très bien qu'il y a, enfin c'est induit dans le tweet, qu'il y a deux papas. Mais où est la maman ? Je veux dire, si on nous présente une photo de famille avec la naissance de ses petits-enfants, la maman n'est pas là. C'est factuel, ce sont les faits. Quand j'entends la réaction de Sarah El Haïry, elle est juste dans le déni de la réalité. C'est stupéfiant, c'est grave d'être dans le déni de la réalité. Il y a une maman, ces enfants, ces deux petits garçons sont nés d'une maman, elle est effacée,
elle est écartée, elle est arrachée de leur vie. Enfin, c'est quand même terrible, des petits-enfants, le sein de la mère, la tendresse, les bras de mère. Ça a été mère. fait avec son accord tout de même si c'est pour des raisons mercantiles, ça a été fait avec l'accord de la maman. On n'a pas volé l'enfant et on ne l'a pas arraché des bras de la maman. Il faut aller voir, moi je travaille depuis des années sur cette question-là. J'ai été faire des enquêtes en Thaïlande, j'ai été faire des enquêtes aux États-Unis. Si on va auprès des mères porteuses et si on vit et si on approche leur souffrance, leur déchirement incroyable, on voit ce que c'est, oui, la misère. Vous savez, c'est Fantine dans Les Misérables de Victor Hugo pour son enfant. Et alors ces mères porteuses, elles ont généralement d'autres enfants, elles ont des problèmes financiers. Pourquoi est-ce qu'elles ont d'autres enfants? Parce que comme ça, on sait qu'elles sont capables de reproduire. Et pour leurs autres enfants, eh bien, un peu comme Fantine, elles vendent leurs dents, elles vendent leurs yeux, elles vendent leurs cheveux, et là, elles vendent leur propre corps. C'est cela la gestation pour autrui. Et j'entendais M. Friedman, ou je lisais plutôt M. Friedman, le professeur Friedman, qui disait dans le JDD qu'il n'y a pas de GPA non commercial. Il a raison, il y a toujours un rapport à l'argent. Et par ailleurs, j'allais ajouter une autre chose à propos de l'adoption que vous évoquiez. C'est radicalement différent. Dans le cas de l'adoption, vous avez des enfants qui sont orphelins. Et on ne les a pas privés volontairement de leur père ou de leur mère ou des deux. Ça n'est pas nous, ce ne sont pas des adultes qui l'ont décidé. Oui, mais la mère porteuse, dans le cas de la GPA, n'avait pas pour objectif de garder l'enfant. Elle a pour objectif, on est bien d'accord. Elle a pour objectif certainement pas d'attendre un enfant qu'elle va donner. Simplement, elle ne peut pas s'en sortir et c'est parce qu'on lui propose de l'argent. C'est une forme de violence, vous savez, obtenir ce que l'on veut par l'argent. Et d'ailleurs, c'était même quelque chose qui avait été développé par le Comité consultatif national d'éthique. Obtenir par de l'argent ce qu'on n'obtient pas autrement, c'est une forme de violence. Et la gestation pour autrui, c'est une violence incroyable faite à la femme. Parce que une maternité, c'est pas juste l'utérus. Une maternité, c'est tout notre corps qui est chamboulé. Ces femmes, ensuite, elles sont préparées plusieurs mois à l'avance. Elles ont des injections d'hormones plusieurs mois à l'avance et quotidiennes, puisque l'enfant est fait avec les ovocytes d'une autre femme. Il y a des incidences majeures. Avec leur consentement, Ludovine de la Recherche, je le précise, même s'il y a l'aspect mercantile auquel vous faites référence, avec leur consentement. Dans toute traite humaine, il y a des victimes qui se disent consentantes. Et l'enfant, lui, pardonnez-moi, par là, en l'occurrence, il y a des contrats qui sont signés, la personne n'est pas en prison, n'est pas attachée et n'est pas battue, par exemple. Ils sont au profit des commanditaires de manière systématique. Je voudrais juste qu'on termine, parce qu'il nous reste une petite minute avec vous, Mathieu Hoc, et avec votre regard sur ce qui a été dit et sur ce débat qui semble teinté, en France en tout cas, de beaucoup d'hypocrisie. Oui, bien sûr. Les sujets de société de cette nature-là, en tout cas en France, sont réglés par les lois de bioéthique. La loi de bioéthique, c'est un cadre qui est juridiquement très défini, très codifié. On y revient tous les 7 ans et c'est ce qui permet théoriquement d'aboutir à des consensus dans la société. Là, on est sur la GPA, on est à 59%. Il n'y a pas nécessairement encore de consensus sur la question. On est sur encore un 50-50 bon an mal an du point de vue des Français. Et on ne peut pas imposer des choses aux Français qui ne veulent pas, en tout cas dont le consensus n'est pas assez fort. Ensuite, après, pour ce qui est du débat de fond, on peut dire effectivement, et c'est là où justement c'est intéressant de voir notamment ce qui se passe à gauche, où ils se tiraillaient entre la question progressiste et du désir des enfants, un peu désir illimité, et la question mercantile. Moi, je rejoins plutôt l'avis de ceux qui pensent que, effectivement, la marchandisation du corps d'une femme n'a pas vocation à avoir lieu en France, n'a pas vocation à avoir lieu aussi dans le monde, et c'est aussi la richesse de la civilisation occidentale qui sacralise la vie, de pouvoir justement être en capacité de plaider dans le monde entier un arrêt, un abandon de la GPA. Merci d'avoir participé à ce débat. Vraiment, en 5 secondes, Ludovine de la Recherche. Vous savez, les Français n'étaient pas favorables à l'abolition de la peine de mort. À l'immense majorité, ils voulaient le garder. Et comme on a constaté factuellement, c'était un souhait politique, on a aboli la peine de mort. Mais je vous laisse responsable de vos propos, car comparer l'abolition de la peine de mort ou la peine de mort avec la GPA ou donner naissance, oui, bien sûr, des sondages. Mais enfin, l'idée quand même est assez proche sur les thématiques. Exactement, vous faites bien de le préciser. Mais je compare simplement la réaction du politique par rapport au sondage. C'était mon seul Absolument, vous avez bien fait de le dire. 75 ans de Paris Match, le 2 juin 1953, c'était le couronnement d'Elisabeth II. Vous allez voir la séquence dans quelques instants, puis juste après, c'est Punchline avec Olivier de Kerenfleck. Bonne soirée.